Eh bien, bonsoir à tous. Un renseignement important avant de commencer. Je ne sais pas si vous connaissez le site Hymmedia, hym.media. C'est un site très intéressant parce que vous y trouvez des interviews très fouillées. Donc l'animateur, Laurent Fent, interviewe un certain nombre de personnes, donc différents, ça va de Nassim Haramein à des gens qui sont plus mystiques, qui sont dans la thérapie, etc. Donc il y a toutes sortes de personnes qui sont interviewées, et donc c'est un site peu intéressant. Je vous dis ça, c'est une manière un peu intéressée, parce que nous y sommes allés. Nous avons été interviewés pendant 7 heures sur le livre sur les traces d'Hercule, Où va le monde, et comme Laurent avait vraiment bien pénétré le sujet, c'était très intéressant, on a pu vraiment fouiller le sujet, je vous dis, à écouter donc par plusieurs tronçons, mais il y a 7 heures d'interview donc qui présentent le livre. Mais voilà, il y a d'autres choses que vous pouvez voir aussi sur ce site, donc régulièrement, hym.media. Voilà, je voulais commencer par ça. Alors, comme il est de tradition, par rapport à cette époque de l'année, il faut que nous nous souhaitons mutuellement des bons vœux. Donc, nous allons commencer par nous souhaiter vraiment toutes sortes de problèmes. On va se souhaiter vraiment toutes sortes de difficultés, des crises. Sinon, on n'avance pas. Vous voyez, si on n'arrête pas de se souhaiter le bonheur, tout bon, une superbe harmonie, des choses qui vont toutes bien, mais à quelle heure on évolue? Mais jamais. Vous savez très très bien, et c'est dit partout, on n'évolue qu'à travers les crises, on n'évolue qu'à travers les problèmes, on n'évolue que quand on est obligé, quand tout va bien, qu'on est en vacances et qu'il n'y a aucun problème et que pas un nuage à l'horizon. Mais qui bouge? Mais personne. On est bien en se disant pourvu que ça dure. On a peur que ça ne dure pas, mais donc souhaitons-nous mutuellement un bon nombre de crises à résoudre, un bon nombre de problématiques auxquelles on va devoir se confronter. C'est ça qu'on pourrait appeler une bonne année. Comme on va le voir, les problèmes, effectivement, ça ne manque pas et si on a envie de s'y confronter, il y a de quoi faire. Donc nous attaquons un nouveau cycle cette année. Il s'agit d'être en quête de sens et d'incarner l'espoir au quotidien. C'est intéressant de voir que face à toutes les problématiques auxquelles l'humanité fait face en ce moment, face à l'incertitude climatique, face à l'effondrement que certains nous annoncent, l'effondrement de notre civilisation face à cette incertitude climatique. S'il y a une question qui revient assez fréquemment, c'est justement la question du sens. Mais quel sens ça a tout ça ? Est-ce que vraiment on est né, est-ce qu'on s'est développé en tant qu'humanité pour aller se fracasser tout simplement dans une espèce de réchauffement climatique? Est-ce que tout ça, on va se fracasser à travers des guerres nucléaires, etc. Quel sens ça a? Oh, certes, tout le monde ne se pose pas la question du sens, ça c'est bien évident. Il y a beaucoup de personnes qui ont déjà suffisamment à faire à essayer de survivre, il y a beaucoup de personnes qui ont déjà fort à faire pour simplement vivre leur bonheur, vivre le mieux qu'ils peuvent, et qui ne se posent pas du tout la question du sens. Éventuellement, si on leur demande, ils vont vous répondre que les dieux nous ont donné un sens, ou la nature donne un sens, ou le Dieu auquel je crois me donne un sens. Mais c'est tout, la réponse est vite faite. Par contre, à un moment donné, c'est vrai que dans l'évolution, on ne peut pas s'empêcher de se poser la question, mais quel sens ça a ? Où ça va? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est compréhensible? Est-ce que c'est intelligent? Est-ce qu'on n'essaie pas de donner une espèce d'ordre à un chaos et on se rassure en disant que c'est ordonné? C'est intéressant vraiment d'aller voir un petit peu cette notion de sens. Naturellement, il y a des intellectuels qui répondent, c'est leur opinion momentanée, que ça n'a aucun sens. Parce que l'humanité est tout simplement née d'un hasard biologique. Et donc on est né par hasard sur une planète Terre qui était bien placée et on mourra, ça peut-être aussi par hasard, des suites d'un réchauffement climatique ou tout simplement parce qu'on est fort capable de se faire sauter nous-mêmes. Par conséquent, le sens, là, il est vite réglé, il n'y en a pas. Et pourtant, nous sommes de plus en plus nombreux sur la planète. Tous les jours, nous sommes de plus en plus nombreux à sentir qu'il y a un sens évolutif profond. Qu'il y a vraiment un sens évolutif profond. Et à nous sentir de plus en plus dépositaires de ce sens-là. Dépositaire justement d'un espoir concernant ce sens, d'un espoir à incarner au quotidien. On est de plus en plus nombreux à se sentir responsables, de proposer à tous ceux qui cèdent souvent au désespoir, au découragement, de proposer une alternative forte, en disant non, non, il y a un sens, ne vous découragez pas, on va quelque part, on vient de quelque part et on y va. C'est absolument évident. C'est ce que nous allons tenter de faire cette année. C'est d'apprécier de plus en plus ce que représente ce sens, quel est le sens que nous sentons, comment est-ce qu'on peut le préciser, comment est-ce qu'on peut le nourrir, comment est-ce qu'on peut le développer, en commençant par nous poser la question aujourd'hui, est-ce que nous pouvons réussir? Est-ce qu'on a les moyens de cette politique? Parce que sentir un sens, c'est bien beau, mais est-ce que finalement on a les moyens de le faire?
Et on va chercher à répondre que oui, nous avons tout pour réussir. Bon, en tout cas, on a tout pour réussir, peut-être, mais est-ce qu'on réussira quand même? Ça, c'est une autre paire de manches. Aujourd'hui, nous allons présenter globalement l'histoire de ce cycle avec des mots-clés, le mot sens, le mot espoir, et puis nous allons donc chercher à percevoir un certain nombre d'éléments clés. En effet, je m'en excuse peut-être par rapport aux anciens qui connaissent tout ça sur le bout des doigts, mais il y a un certain nombre de choses à revoir, des éléments fondamentaux à revoir pour tous ceux qui commencent le cycle avec nous et qui éventuellement n'ont pas ces éléments. Il y a des choses qui vont être évoquées, mais qui seront reprises tout au long de l'année parce que naturellement, toute notre histoire, c'est de développer ça. Donc aujourd'hui, c'est une présentation globale de ce que représente cette histoire de sens, de ce que représente l'histoire de l'espoir, mais ça demandera à être développé au fur et à mesure des mois à venir. Première question, ce monde a-t-il un sens? Effectivement, est-ce qu'il est censé? Est-ce qu'il est compréhensible? Ou est-ce que c'est un grand n'importe quoi? C'est vrai que si on regarde du côté comportemental, c'est pas évident. Si je regarde du côté comportemental les règnes subhumains, les règnes minéral, végétal, animal, c'est vrai que là c'est parfaitement compréhensible et beaucoup de personnes étudient scientifiquement les comportements des animaux, des végétaux, des minéraux, les étudient eux-mêmes, leur physiologie, leur fonctionnement, etc. Et on s'aperçoit que c'est parfaitement compréhensible. C'est pas du tout chaotique, c'est pas du tout quelque chose qui naît de hasard, c'est pas des choses qui sont inorganisées. Au contraire, on s'aperçoit que non seulement il y a une organisation fantastique, mais qu'il y a en même temps une interdépendance extraordinaire des minéraux, des végétaux et des animaux entre eux. Donc on note une grande organisation. Et à ce niveau-là, on peut dire, oui, là vraiment, de ce point de vue, comportementalement parlant, c'est parfaitement sensé. Par contre, si on regarde du point de vue humain, c'est totalement insensé. On pourrait dire, mais c'est à n'y rien comprendre. Si je regarde les comportements de l'humanité, là, maintenant, en ce moment, on dit, mais vous comprenez, vous, qu'il y a un sens? Vous sentez où ça va? Vous sentez d'où on vient? Vous sentez qu'on a une mission particulière? Vous sentez qu'on est très nettement supérieur aux animaux? Pas vraiment. Ça paraît totalement stupide. Et c'est là on peut se dire, mais vraiment, mais il n'y a aucun sens. Qui peut oser dire qu'il y a un sens en regardant ça? Et alors le pire, c'est qu'on est même confronté à un paradoxe. Il y a plusieurs milliers d'années, quand l'humanité n'avait pas encore développé le mental, quand l'humanité est encore pas très éloignée d'un état animal avancé, mais son comportement était, ma foi, beaucoup plus sensé, beaucoup plus compréhensible. Oh, bien sûr, de l'agressivité comme toujours, comme un peu dans le règne animal, mais disons que c'était un comportement sensé, qui ne visait pas à détruire en tout cas la planète. Or, plus nous développons le mental et plus nous développons l'intelligence, et plus nous sommes insensés. C'est fort ça comme paradoxe. On s'aperçoit qu'au fur et à mesure qu'on devient de plus en plus intelligent, nous avons des comportements de plus en plus suicidaires. Et comme nous avons de plus en plus de moyens technologiques, eh ben, on a de plus en plus les moyens, effectivement, d'arriver à se suicider vraiment sur la planète Terre. Donc, d'un niveau comportemental, quand on regarde l'humanité, on ne peut pas dire que c'est facile de trouver un sens, ça paraît complètement insensé. Qu'est-ce qu'on peut continuer comme recherche du point de vue du sens? Du point de vue de la physique. Ah là, du point de vue de la physique et du point de vue des scientifiques, là, c'est parfaitement sensé. Là, les scientifiques nous disent, bah, quand on étudie justement le monde de la matière, quand on cherche à comprendre le monde, comment il est fait, comment il fonctionne, même au-delà de la planète Terre, par rapport à l'univers tout entier, là, on trouve quelque chose qui est parfaitement intelligent, qui est parfaitement organisé. Par exemple, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait de multiples lois pour essayer d'expliquer cet univers complexe. Eh bien non, figurez-vous que les scientifiques trouvent que 4 lois suffisent. La loi de la gravitation, la loi de l'électromagnétisme, la loi d'interaction forte et la loi d'interaction faible. Et ces 4 lois se suffisent complètement pour expliquer le fonctionnement de l'univers. Et ils sont persuadés que ces 4 lois, d'ailleurs, n'en font qu'une, quelque part. Donc, c'est vous dire à quel point il y a de l'ordre à travers tout ça. Naturellement, à chaque fois que la science fait un progrès comme ça, on s'attend à ce qu'elle dise, ben voilà, on a tout compris. C'est ce qui s'est passé quelque part au début du XXe siècle, fin du XIXe, où les scientifiques avaient pensé avoir tout compris avant qu'on découvre la physique quantique qui a tout remis en question. Et là, c'est vrai que quand on a découvert ces 4 lois, quand on a découvert vraiment tous les bosons, etc., quand on a découvert la grille d'analyse physique, ils ont dit, bah, je crois que maintenant on a tout bouclé. Pour s'apercevoir rapidement que, ben non, finalement, on n'a pas tout bouclé, il y a encore tellement de choses à comprendre. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pas faux. Ce qu'on découvre n'est pas faux. Ce qu'on découvre, c'est simplement partiel. Non seulement au fur et à mesure qu'on progresse, on ne va pas vers le chaos, on ne découvre pas qu'on avait tort d'avoir ces lois, on va de plus en plus vers un ordre de plus en plus conséquent, synthétique. Et ça, c'est intéressant de voir que finalement, cet univers est complètement sensé parce qu'on peut le comprendre et qu'il y a quelque chose donc de synthétique.
Maintenant, quand il s'agit de comprendre l'origine du monde et le but du monde, d'un point de vue comportemental, comme je vous le disais tout à l'heure, si on regarde les animaux, les végétaux, les minéraux, on n'a rien concernant cela. Si on regarde l'humain, on n'a déjà pas de sens concernant son comportement actuel, alors ce qui concerne le but, rien. Et du point de vue de la physique, rien non plus. En tout cas, rien du point de vue du but. Du point de vue de l'origine, peut-être quelque chose. Les scientifiques pensent qu'effectivement l'univers est né du Big Bang, à partir d'une concentration extraordinaire d'énergie. Cette concentration d'énergie, à un moment donné, donc, selon l'image, aurait fait bang, ça aurait explosé, donnant naissance à l'univers actuel. Mais ça, c'est l'ancienne explication. Oh, comme pour l'instant on n'a pas trouvé encore de meilleure, du moins on n'a pas trouvé de meilleure explication prouvée, donc c'est encore celle-là qui tient, mais plus pour longtemps. Il y a déjà beaucoup de choses du côté de l'univers électrique, on aura certainement l'occasion d'en reparler cette année. Donc il y a déjà beaucoup d'autres théories qui se mettent en place progressivement et qui gagnent de plus en plus et qui font qu'on va certainement remettre en question toute cette vieille histoire du Big Bang. Et par conséquent, à partir de là, c'est vrai que le mystère de nos origines, le mystère physique en tout cas de nos origines, et puis alors là vraiment le mystère de là où on va, ça demeure complètement du point de vue de la physique. Mais bon, ça avance, ça progresse. Et c'est vrai que de ce côté-là, on peut dire, là aussi, c'est sensé. On peut dire, là, il y a un sens, c'est intelligent. Et puis, si on veut aller plus loin, si le monde est compréhensible du point de vue de la matière, il est aussi compréhensible du côté de l'esprit. Du point de vue de l'esprit. Et c'est surtout là, et c'est surtout là-dessus que nous allons chercher à insister. Et quand on sait justement l'extraordinaire interdépendance entre la notion d'esprit et de matière, c'est intéressant de voir que, et d'un point de vue de l'esprit et d'un point de vue de la matière, c'est là qu'on va retrouver vraiment des explications tout à fait fondamentales. Qu'est-ce qu'on appelle l'esprit? Il faut imaginer que déjà nous faisons partie d'une immense vie, et que cette immense vie, qu'on appelle quelquefois la vie une, et qui est la vie qui donne vie à tout ce qui existe, et là je parle de l'univers, je ne parle pas du tout simplement de la Terre, eh bien cette immense vie, elle est décrite comme étant un processus vibratoire qui va des vibrations les plus rapides aux vibrations les plus lentes et les plus alourdies. Toute une échelle vibratoire au sein de cette vie. Ce qui est de l'ordre de la vibration la plus élevée, on appelle ça l'esprit, ou quelquefois la monade. Ce qui est la vibration la plus alourdie, on appelle ça la matière. Et donc par rapport à l'opposition traditionnelle que quelquefois on imagine qu'il y a entre esprit et matière, ce sont simplement des termes différents pour indiquer les deux extrêmes de la grande vie. En ésotérisme, on dit quelquefois que qu'est-ce que c'est que la matière? Ça n'est rien d'autre que de l'esprit à son degré le plus bas. Qu'est-ce que c'est que l'esprit? Ça n'est rien d'autre que de la matière à son degré le plus haut. Et donc très intéressant d'arriver à les définir l'un par rapport à l'autre, montrant qu'il y a une échelle vibratoire qui les parcourt et que finalement c'est ça qui va être intéressant à démontrer. C'est que nous allons agir sur ce terrain-là. En quoi est-ce que nous intervenons là-dessus? Bien, nous allons intervenir en nous disant que chacun d'entre nous, fondamentalement, au point de départ, bien avant le fait d'être humain, qui est simplement une toute petite partie de notre histoire, de notre immense histoire sur des milliards d'années. Eh bien, nous sommes tous fondamentalement un esprit. Nous sommes tous fondamentalement une monade. Nous sommes tous ce qu'on pourrait appeler quelquefois une étincelle de cette grande vie une. Je ne peux pas trop vous en dire autre plus parce que c'est absolument indescriptible. Il n'y a que lorsqu'on devient un être totalement illuminé qu'on peut être totalement en connexion avec cet esprit. C'est dire que pour l'instant, je ne peux rien vous en dire. Désolé. Mais voilà, c'est une étincelle de vie fondamentale. Et donc, c'est la vibration la plus haute qu'on puisse imaginer. Et tout le travail, ça va consister justement à ce qu'on dit, c'est d'arriver, nous, en tant qu'esprit, à spiritualiser la matière. C'est difficile de s'imaginer de spiritualiser la matière. Parce qu'on pourrait s'imaginer dans un premier temps que si nous ne pouvons pas connaître l'esprit, au moins la matière, on sait ce que c'est. Pas du tout. On n'a aucune idée de ce qu'est la matière. Les scientifiques l'approchent progressivement. Est-ce que c'est de l'énergie? Est-ce que c'est des quantas d'énergie? Est-ce que c'est des ondes? Est-ce que ce sont des particules? Est-ce que ce sont les deux en même temps? Est-ce que ce sont des supercordes? On n'en sait rien. Pour l'instant, on pourrait dire que la définition de la matière résiste tout autant que la définition de l'esprit. Ce qui est d'une certaine manière rassurant. Parce que si on essaie de les définir l'un par rapport à l'autre, c'est sûr que si on avait un qui était facile et l'autre difficile, peut-être que ce rapport ne tiendrait pas. Donc là, c'est normal que les deux, finalement, soient aussi difficiles l'un que l'autre. Mais du coup, comment voulez-vous dire que ça ait un sens pour nous, spiritualiser la matière? Parce que ça veut dire que ce que nous ignorons complètement, l'esprit, doit s'appliquer à ce qu'on ignore aussi complètement, la matière. Donc oui, on est vachement avancé avec ça. Donc heureusement, il se passe quelque chose qui va nous concerner d'un peu plus près, et qui fait que dans le rapport entre l'esprit et la matière, ce rapport, je vais le dessiner à travers un 8, parce que ça, vous voyez, on voit un petit peu un processus cyclique de mise en rapport.
Au croisement du 8, il y a quelque chose qui se met en place et qui est ce qu'on appelle l'âme, ou ce qu'on appelle la conscience avec un C majuscule. L'âme et la conscience, ça n'est donc ni l'esprit ni la matière, mais c'est le rapport entre les deux. Ça naît du rapport entre les deux. C'est quelque chose qui est suffisamment élevé pour pouvoir travailler avec l'esprit, et quelque chose qui est suffisamment dense pour pouvoir travailler avec la matière. Et donc, chacun d'entre nous, les étincelles de vie que nous sommes, les monades que nous sommes, chacun d'entre nous, il y a très longtemps, eh bien, nous avons entrepris vibratoirement de descendre progressivement de notre vibration et de devenir aussi âme. Et à partir de là, à partir du moment où nous sommes âme, nous sommes cette pure conscience, nous sommes amour complet. Et du coup, peut-être que là, on peut arriver à mieux comprendre notre mission. Il nous est dit que la spiritualisation de la matière, qui est un terme très abscon pour nous, on peut peut-être le dire autrement. Notre mission, c'est d'amener l'amour, avec un A majuscule, c'est d'amener l'amour partout sur Terre, dans toutes les formes, à tous les niveaux. Ça, c'est peut-être quelque chose qui est un petit peu plus à notre portée, même si l'amour, comme on le verra le mois prochain, c'est pas toujours facile à définir. Donc, amener l'amour partout, donc à tous les niveaux. Ça, c'est notre mission. Et comment le fait-on ? En déployant ce qu'on appelle une personnalité. L'âme, à son tour, va créer quelque chose avec de la matière. Elle va créer ce qu'on appelle une personnalité, c'est-à-dire nous, des êtres humains, avec un mental, un émotionnel, un physique. Et finalement, c'est cette création-là qui va pouvoir être dépositaire de l'âme et amener cette spiritualisation de la matière. Parce que finalement, du coup, on s'aperçoit que nous sommes absolument les trois. Nous sommes l'esprit, ça c'est vraiment ce que nous sommes fondamentalement. Nous sommes l'âme, et puis nous sommes matière par la composition de nos différents corps et de ce que nous sommes nous. Donc tout est prêt. Oui, on pourrait dire qu'on a tout pour réussir parce que finalement on a tous les éléments, l'esprit, donc l'âme et la matière, mais on y reviendra plus tard. Ce qui est intéressant de voir maintenant, si on veut comprendre un petit peu le sens, c'est que cette conscience extraordinaire que représente la monade ou que représente l'âme, ces consciences extraordinaires, lorsqu'elles descendent vibratoirement et qu'elles construisent des personnalités, le niveau de conscience, naturellement, est de plus en plus voilé. Donc oui, nous sommes des âmes. Oui, nous sommes des êtres absolument extraordinaires. Oui, nous sommes effectivement des êtres d'une sagesse infinie. Mais ça ne se voit plus, tout simplement parce que les voiles de la matière, mentale, émotionnelle, physique, nous recouvrent progressivement. C'est comme si on était une lumière extraordinaire, mais recouvert de plusieurs voiles. Vous trouvez là l'origine de l'expression « en tenir une sacrée couche ». Et donc, comme on en tient effectivement une sacrée couche, on ne voit plus du tout les lumières. Nous-mêmes, on ne la voit même plus. Nous, on a vraiment l'impression que, bah oui, on est humain, bon, on est comme on est, point, c'est tout. Et on ne se rend même pas compte qu'on est cette lumière et qu'on est amour fondamental. Et tout le travail, ça va être de révéler cela. Mais en attendant, bah c'est vrai que ça va se passer à travers des vies et des vies et des vies pour arriver à révéler cette histoire-là. Ça va se passer à travers un schéma que l'on peut dessiner par une courbe, comme ceci. Cette courbe, c'est toute l'histoire donc de l'humanité dans sa construction et dans sa révélation. On pourrait dire qu'au départ, nous sommes là, les monades, nous sommes les esprits, au point de départ. Et puis qu'ici, il faut arriver ici en bas à être vraiment dans le moi, à être une personnalité complètement construite. Et que pour ça, il va falloir descendre à travers des milliers d'incarnations, il va falloir descendre pour construire. Parce que ce n'est pas évident pour l'âme d'arriver à construire progressivement un corps physique, coordonné, solide, subtil, arriver à construire un corps sensible, émotionnel, désir, qui soit capable de capter des choses de plus en plus sensibles, de construire un corps mental, performant, et de construire une personnalité créatrice. Tout cela, eh bien, c'est nécessaire et ça demande énormément de temps. Et donc, naturellement, ça va se faire comme ça en développement. On pourrait dire que la première partie de la courbe, on l'appelle l'involution. On pourrait l'appeler la construction, parce que c'est tout le temps où l'être humain se construit. Et pendant ce temps, les états de conscience sont extraordinairement variés, mais généralement pas très éveillés, normal. Et puis lorsqu'on va se situer beaucoup plus dans le bas de la courbe, dans le moi, là au contraire, on pourrait dire qu'on a vraiment un éveil très fort du point de vue de l'humanité, mais c'est vrai que du coup on est fort loin de l'esprit et qu'on a tendance à complètement oublier ça. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est le moment où on est totalement voilé. Et puis quand on va repartir donc vers l'évolution, c'est le moment où nous, non seulement nous nous révélons nous-mêmes en tant qu'âme, en tant qu'amour, mais en même temps nous commençons le travail, nous faisons le travail de retour, donc on ramène un petit peu tout ça à la maison et on va repartir pour une autre mission, peut-être en tant qu'esprit. Bon, je vous la fais très courte, c'est une histoire extraordinairement longue, mais simplement pour vous donner quelques bases. Ce qui va être intéressant là-dedans, c'est de s'y retrouver du point de vue des états de conscience. On ne va pas faire tous les états de conscience d'un bout à l'autre parce que vraiment, là, c'est très long. On va juste faire ceux qui nous intéressent là maintenant, dans notre société actuelle. Qu'est-ce qu'on découvre dans notre société actuelle? On découvre des gens qui sont ici, en fin de construction,
qui n'ont pas encore du tout développé suffisamment l'émotionnel, pas encore suffisamment développé le mental, et donc ils sont en fin de construction. C'est ce qu'on appelle la conscience de masse. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas du tout encore individualisés. Généralement, ils agissent comme des masses. Et donc, ils agissent tout simplement tous ensemble, comme ça, mais conduits par une forme d'instinct. Et on l'appelle aussi la conscience de dépendance, parce qu'ils sont toujours très dépendants des uns des autres, et très dépendants de la nature, et très dépendants d'un chef, ou très dépendants d'une religion, ou d'un enseignement. Voilà, ils n'ont pas du tout encore acquis l'autonomie. Et puis, il y a une grande partie donc, de l'humanité qui se trouve ici, et qui est complètement donc, dans ce développement du moi, dans l'affirmation, et qu'on appelle en conscience d'indépendance, en conscience individuelle. Là, on affirme complètement l'individu. Et puis, il y a une troisième partie qui se situe ici, dans laquelle les gens sont beaucoup plus dans l'évolution. Et là, c'est ce qu'on appelle la conscience d'ensemble, la conscience de groupe, dans laquelle cette conscience-là, elle est véritablement en respect avec l'ensemble de l'humanité, puis tout ce qui vit sur Terre. Précisons un petit peu ce que ça veut dire, ces différents états de conscience, parce que vous allez voir que quand on va comprendre ces états de conscience, d'un seul coup, le sens comportemental de l'humanité va vous apparaître évident. Ça, c'est la base d'une grille d'analyse fondamentale sur ce que représente l'histoire de l'humanité. Quand on est en conscience de dépendance, on pourrait dire que ce qu'on cherche avant tout, c'est à maintenir complètement la vie. C'est réussir à perpétuer la vie, telle qu'elle nous a été transmise, perpétuer les traditions, perpétuer les coutumes, perpétuer les religions, vraiment perpétuer tout ce que nos ancêtres nous ont appris pour pouvoir les léguer à ses enfants. Donc, ce qu'on cherche surtout, c'est à maintenir les choses du passé et à les léguer de cette manière-là. Il n'y a aucune innovation. On cherche à transmettre complètement les choses de génération en génération telles qu'elles ont été. Au contraire, quand on est en conscience individuelle, on fait table rase du passé. On fait table rase de toutes les dépendances. On veut affirmer son indépendance et son individualité. Et vivre comme on a envie de vivre, selon sa définition du bonheur, selon ses propres croyances. Et puis donc tout le reste, on l'envoie complètement promener. Dépendant de rien. Libre. Et puis, quand on passe en conscience évolutive, là on va passer complètement à quelque chose d'autre. On va essayer de réussir vraiment quelque chose qui est beaucoup plus global. En conscience d'indépendance, on pourrait définir cet état comme étant réussir sa vie. La personne en conscience d'indépendance, c'est important. Moi, je veux réussir ma vie. Professionnelle, créatrice, familiale, amoureuse, c'est tout. C'est mon objectif, réussir ma vie. Pouvoir dire à la fin, je crois que je suis content et si c'était à refaire, je ferais pareil. Quand on passe en conscience globale, en conscience justement d'interdépendance, on ne veut pas réussir sa vie, on veut réussir la vie. On veut réussir la vie de la planète, la vie de la société, la vie d'ensemble, la vie de tous les règnes dont l'humanité fait partie, ce qui n'a plus rien à voir. Donc vous voyez, ces trois états de conscience, entre la conscience donc, de dépendance, d'indépendance et d'interdépendance, on est vraiment complètement dans des choses totalement différentes. Maintenir les traditions du passé, vivre sa propre vie et la réussir comme on l'a envie, et réussir la vie planétaire telle qu'on peut la concevoir. On pourrait aussi définir ça d'une manière différente par rapport au temps. Je fais ici une ligne de temps. Avec à gauche, je vais dessiner donc le passé, on va marquer donc l'avenir, le futur, ici à droite, et au milieu le présent. Et puis je représente trois personnages, enfin trois traits qui vont représenter mes trois personnages qui sont symboliques de ces trois états de conscience. Ils sont là au présent. Quelqu'un qui est en conscience de dépendance, en évolution, c'est quelqu'un qui s'efforce de vivre le passé au présent et de ramener constamment le passé au présent. Quelqu'un qui est en conscience individuelle, c'est quelqu'un qui vit le présent au présent. Oui, mais l'avenir, présent au présent. Je vis, point. Et les gens qui sont en conscience d'ensemble, ce sont des gens qui s'efforcent de vivre le futur au présent. Ils essayent d'amener le futur au présent. C'est-à-dire ce qu'ils voient, la vision qu'ils peuvent avoir de ce qui doit être, de ce que tout le monde aura plus tard. Ils essayent d'amener justement des idées quelque peu futuristes, parfois on pourrait dire utopistes, des choses qui concernent justement demain, l'ensemble, la globalité. Et donc ce sont des idées que tout le monde ne capte pas, mais qui sont pourtant déjà là, et eux ils cherchent à vivre au présent déjà avec ces idées. Ils témoignent déjà au présent du futur. Vous voyez les trois niveaux là ? Donc on voit bien qu'on a trois histoires et que pour l'instant, sur la planète, on a vraiment ces trois éléments. À partir de là, vous avez toute l'histoire là, de l'humanité. Et c'est pour ça qu'on comprend déjà à travers la courbe
Là, je vous l'ai fait courte, mais on peut la faire beaucoup plus développée, parce que vous imaginez bien que à l'intérieur de la conscience de dépendance, il y a plein de stades. Même chose par rapport à la conscience individuelle, et même chose par rapport à la conscience d'ensemble. Donc il y a plein de stades, mais là, je vous ai dessiné les grandes lignes. On voit combien chacun se situe quelque part dans cette ligne. Et ce n'est pas une question d'être doué ou pas doué, c'est simplement une question de nombre de vies. Ça veut dire que les gens qui sont encore en train de descendre là ne sont pas partis de bonne heure et qui ont très peu de vie par rapport à ceux qui sont beaucoup plus avancés, qui sont juste en face sur la ligne de l'évolution. Donc tout le monde arrivera absolument, tout le monde arrivera sur cette ligne à finir, c'est simplement une question de temps, de répartition dans le temps. Donc il ne s'agit pas de trouver qu'il y en a qui sont vraiment nuls, à rester complètement encore en involution. Pas plus qu'à l'école, ceux qui sont à ce moment encore au primaire, ne sont pas plus primaires, plus nuls que ceux qui sont dans les classes terminales. C'est juste une question d'âge, juste une question d'année. C'est cette étude, vous voyez, qu'il faut avoir, parce qu'à partir de là, quand on a cette grille d'analyse, on commence à comprendre très très bien où va l'humanité. On commence à comprendre le sens. On commence à se dire, bah oui, si nous avons à traiter l'esprit dans la matière, si nous avons à traiter l'amour, il faut que nous, en tant qu'âme, nous ayons les moyens, nous ayons les outils de porter cela. Et pour ça, il faut construire cette personnalité. Et cette construction, elle demande des phases de construction qui font que pendant ce temps-là, on n'est pas très très éveillé. La lumière est voilée. Surtout quand on est complètement dans le moi et l'affirmation du moi. C'est le moment où le plan, alors un plan d'amour, non, moi j'ai un plan de vie et ça me suffit largement. Donc là, il y a une négation totale même de tout cela. Mais il n'y a pas de quoi s'affoler, c'est normal. Il faut noter que dans cette voie-là, quand on descend et qu'on est complètement ici dans le bas de la courbe, on peut être extraordinairement matérialiste, complètement athée. Mais il n'y a pas faute, il n'y a pas péché, c'est normal. On ne peut pas faire autrement, tout le monde y passe, à un moment ou à un autre. Et il n'y a pas une voie matérielle et une voie spirituelle, c'est une seule et même voie spirituelle qui comprend deux phases, une phase de descente dans la matière pour se construire et une phase de remontée pour faire évoluer le monde. Du coup, vous voyez, quand on commence à regarder les autres et quand on commence à regarder les sociétés, quand on commence à regarder les pays, parce que c'est exactement la même chose, on commence à comprendre, ah oui, d'accord, on commence à voir où en est chacun sur cette courbe, où en est chacun en conscience, et que c'est normal qu'effectivement il y ait des écarts, et qu'il y ait des incompréhensions, et qu'il y ait des choses qui soient bizarres, et que si vous êtes là ce soir, il y a très très peu de chance, voire dire zéro chance pour que vous soyez encore en évolution, ça, jamais vous vous intéressez à ce genre de choses, c'est que vous êtes déjà en évolution. Donc si vous vous trouvez régulièrement agacé par des gens qui sont en conscience individuelle ou des gens qui sont en conscience de masse, oui, c'est normal. C'est que finalement, on n'a pas du tout les mêmes valeurs, c'est moins qu'on puisse dire. Mais il n'y a pas à condamner qui que ce soit ou quoi que ce soit. Ça fait partie justement de l'évolution et de l'évolution normale. Ça, c'est très important parce que c'est à partir de là, vous voyez, qu'on arrive à comprendre vraiment comment l'humanité avance, comment l'humanité évolue. Donc on pourrait dire, pour reprendre ce que nous disions tout à l'heure, on ne peut pas comprendre l'humanité si on regarde ses comportements, simplement d'extérieur. On peut comprendre le monde physique, et on peut comprendre l'humanité si on la regarde du point de vue de la conscience, de l'évolution de conscience. Si on regarde l'histoire de l'esprit, ou si on regarde plus proche de nous, l'histoire de l'âme. Alors oui, si on regarde cette histoire de l'âme, on peut complètement comprendre où chacun en est, et en même temps d'où il vient, et en même temps quel est son prochain pas à franchir. Parce que là, ça nous donne aussi la provenance de l'humanité, et ça donne aussi donc la suite, mais ce ne sera pas le sujet de ce soir. Alors vous allez me dire, ce serait chouette, c'est une très très belle hypothèse, parce qu'on part quand même de l'hypothèse que nous sommes fondamentalement esprit, et que nous descendons sur Terre, etc., pour amener la spiritualisation de la matière. Encore faut-il pouvoir le démontrer. Oui, c'est vrai. Mais ce qui est intéressant, c'est que il faut maintenant qu'on s'habitue de plus en plus à nous être des scientifiques de l'intérieur. Pour l'instant, l'histoire du monde a fait qu'on a reconnu comme scientifiques uniquement les sciences physiques externes. Il faut maintenant qu'on commence à reconnaître, et ça va se faire de plus en plus, les sciences physiques internes, la conscience. Le monde de la conscience est aussi un monde scientifique, avec ses propres lois. Si bien que si on reprend cette hypothèse d'involution et d'évolution, et qu'on regarde notre propre vie, qu'on regarde autour de nous, qu'on regarde les sociétés évoluer depuis plusieurs siècles, qu'on regarde ce qui se passe, et qu'on regarde la façon dont l'avenir est en train de se dessiner, et qu'on s'aperçoit que, mais ça suit exactement ça. C'est incroyable, ça suit complètement cette courbe. Alors c'est une démonstration. Alors c'est une preuve. Alors on peut s'appuyer dessus. La meilleure preuve étant la nôtre. Si nous-mêmes, en nous-mêmes, on sent qu'effectivement qu'on a pu passer par ces stades et qu'effectivement on passe aussi par ces stades, alors c'est la preuve que nous nous faisons nous-mêmes. On va y revenir tout à l'heure. Or, même si on le sait, et même si on le sait depuis longtemps,
Que faisons-nous quand nous regardons les informations ou quand on écoute les infos à la radio? Est-ce qu'on interprète systématiquement en termes de conscience? Est-ce qu'on interprète systématiquement en disant « Ah bah oui, non mais c'est normal, là ils sont en train de faire ça, donc ils sont en conscience de masse. Bon, c'est embêtant, mais enfin bon, c'est un peu normal quoi. » Est-ce qu'on interprète ça en conscience individuelle? Est-ce qu'on voit « Non bah oui, là il affirme complètement son moi, il a besoin de s'exprimer, moi, donc c'est normal qu'il réagisse comme ça ?» Non. La plupart du temps, nous continuons de réagir complètement dans les apparences, en continuant de dire mais ça n'a pas de sens, mais c'est idiot, mais pourquoi est-ce que tel gouvernement fait ceci, pourquoi est-ce que tel pays fait cela, et pourquoi est-ce que les tenants de cette religion se comportent de cette manière-là, ou pourquoi, bref, on n'arrête pas de voir dans les événements du monde, il y a de quoi faire. À chaque fois, souvent on ne comprend pas, on condamne, on râle, on n'est pas content, et on dit mais c'est pas possible, ils ne comprendront jamais rien. Ouais, mais à commencer par nous. Nous, il faudrait qu'on comprenne d'abord qu'on ne peut pas du tout faire une analyse du monde. On ne peut pas comprendre le monde à partir des comportements extérieurs. Ça ne fonctionne qu'à partir des comportements intérieurs. Il faut que vraiment nous arrivions progressivement à nous mettre dans ce bain-là et arriver à comprendre qu'en termes de conscience, ça a un sens, en termes de forme, ça n'en a aucun. Et pourtant, on commence à le faire hein, de temps en temps. Par exemple, à l'échelle d'une vie. Parce qu'il est évident que accepter cette hypothèse-là, ça nécessite d'accepter l'hypothèse d'avoir plusieurs vies. Ce n'est pas possible de réaliser ça en une seule. Mais quand on parle à l'échelle d'une vie, et qu'on parle de l'évolution d'une personne, on voit souvent l'évolution et on en parle en conscience. Parce que nous, on est passé par là. On sait qu'on a tel type de conscience quand on est gamin, quand on est enfant. Et que même quelquefois, après, on va grandir, on est adolescent, et il y a plein de choses qui s'éveillent au moment de l'adolescence, et puis plein de choses qui se remettent en question, et puis on va devenir adulte, puis on va avoir un projet de vie, on va vouloir réussir notre vie sur différents plans, et puis à un moment donné, on va s'intéresser à d'autres choses, souvent à partir d'une quarantaine d'années, 35 ans, on va s'ouvrir, on se rend compte que la conscience, elle est plus du tout pareille que quand on avait 25 ans, et puis on va vieillir, puis on va s'apercevoir que, oh là là, moi tu sais, avec l'âge, je m'assagis. Avant, j'avais envie de ceci, j'ai envie de cela, mais plus, voilà, c'est bénéfice un peu de l'âge. Qu'est-ce qu'on vient de décrire? On vient de décrire l'histoire de la vie humaine du point de vue de la conscience, pas du point de vue de l'âge de nos artères. Naturellement, ça correspond, mais pas pour tout le monde. Il y a des gens qui ne s'assagissent jamais, même en vieillissant. Mais on s'aperçoit que, non, en tout cas, moi, je crois que c'est un petit peu ce que je vis. Si je décris effectivement comment j'étais gamin, comment j'étais adolescent, je me rends compte qu'effectivement, du point de vue de la conscience, ça bouge énormément. Et à nous, souvent, de le faire également pour nos enfants. C'est vrai que quelquefois, quand on a un enfant ou un adolescent et qu'on a envie de sévir parce qu'il y a eu une grosse bêtise de fait, il est bon de se souvenir que oui, mais c'est de son âge. Et on le fait. Donc on va quand même dire qu'on n'est pas pour, on est même franchement contre. Mais en même temps, c'est vrai qu'on relativise parce que c'est de son âge. À son âge, c'est vrai qu'on fait ce genre de bêtises. À son âge, on fait effectivement ce genre de choses. Parce qu'on n'a pas encore la conscience complète. Et puis, on perçoit même quelquefois des journalistes en géopolitique qui se comportent de la même manière. En disant, il faut concevoir qu'effectivement, dans tel pays, c'est encore une jeune nation, en conscience. Et donc c'est vrai que ce n'est pas encore une vraie démocratie. Apparemment, les gens votent, mais c'est pipeau. Ça ne sert à rien. Parce qu'effectivement, ils sont encore trop jeunes par rapport à ça. Là encore, ce n'est pas une question d'année, c'est une question de conscience intérieure. Parce que les individus, les sociétés, les nations grandissent en conscience exactement de la même manière. Et que chacun a un comportement de son âge. Et ça, c'est vraiment important à concevoir parce que sinon, on a du mal à comprendre qu'est-ce que ça donne, comment fonctionne le monde si on ne fonctionne pas du moment à partir de ce processus d'âge. On pourrait dire, mais tous ces gens dans l'humanité qui ont des niveaux différents, etc., on peut arriver à interpréter ça? Oui, bien sûr, on peut y arriver, mais c'est vrai que c'est assez complexe, d'autant plus que en ce moment, nous sommes dans une situation tout à fait inédite. Une situation que l'humanité n'a jamais vécue auparavant et qui complique singulièrement la chose. Il faut que vous vous rendiez compte qu'il y a 150 ans, à peu près, 150, 200 ans, l'écrasante majorité de l'humanité, pour ne pas dire toute l'humanité, était encore en conscience de masse. Très très peu de personnes savaient lire, écrire, penser, réfléchir, etc. Donc tout le monde était en conscience de masse. Et puis naturellement, il y avait quelques milliers de personnes, ce qui n'était rien sur la masse de l'humanité, quelques milliers de personnes qui se répartissaient sur les autres états de conscience. Donc ceux qui étaient en conscience individuelle ont toujours servi de chef
de guide à tous ceux qui étaient en conscience de masse, et puis les sages, ceux qui ponctuent comme ça donc l'histoire de l'humanité, qui sont eux beaucoup plus déjà dans cette conscience évolutive, mais évidemment très peu nombreux. Et donc, jusqu'à 150 ans à peu près, on était dans cet état-là. Depuis 150 ans, il y a eu vraiment un effort considérable de fait sur la scolarisation, le développement du mental, le développement de la pensée, et c'est l'élément qui manque le plus souvent pour arriver à créer une conscience individuelle. En effet, quand j'arrive à penser quelque peu par moi-même, quand j'arrive à réfléchir, quand je ne suis plus simplement suiviste du troupeau de moutons, parce que j'ai mon mental, alors je développe ma conscience individuelle. Et c'est ça qui est intéressant, c'est d'arriver à travailler cette conscience individuelle. C'est ça qui va faire qu'à un moment donné, on change complètement d'état de conscience. Depuis tout ce temps-là, il y a de plus en plus de personnes, voire des millions de personnes, qui sont passées en conscience individuelle. Et puis, depuis à peu près 50, 60 ans, de plus en plus de personnes passent maintenant en conscience d'ensemble. Avant la Seconde Guerre mondiale, on n'entendait absolument pas parler de tous ces processus d'union. On ne parlait pas d'Europe, on ne parlait pas d'écologie, on ne parlait rien de tout ça. On ne parlait pas de partage, on ne parlait pas de partager les richesses, etc. Non, non. C'est après que ça a commencé à naître. Et depuis une trentaine d'années, ça prend un développement extraordinaire, à tel point que maintenant, on parle de plus en plus, comme des idéaux tout à fait naturels, de penser la vie en termes d'ensemble, en termes de globalité, de penser la vie pas simplement pour l'humanité, de réussir à sortir du paradigme qui consisterait à dire la Terre a été construite pour les humains. Et c'est aux humains de profiter des animaux, des végétaux et des minéraux, parce que c'est fait pour eux. Une énormité. Alors que nous sommes tous sur le même vaisseau planétaire Terre, et que nous sommes tous comme on va le voir tout à l'heure, nous sommes tous des coéquipiers. Et cette idée de coéquipier avec tous les règnes sur Terre commence à se faire de plus en plus jour, et ça change complètement notre façon d'imaginer la vie sur Terre. Ça croît de tous les jours. Il y en a de plus en plus des gens comme ça. Maintenant, il y en a plusieurs millions. Et donc, pour la première fois, on ne se trouve pas avec un état de conscience majoritaire d'une manière écrasante, et puis quelques petits pointillés dans les états de conscience. On se retrouve avec plusieurs millions de personnes en conscience d'indépendance et d'interdépendance. Et naturellement, ces trois grands groupes de conscience ont du mal à se comprendre. Ils se fritent. Finalement, il y a des choses qui ne vont pas ensemble. Et on peut le comprendre. Vous vous rendez compte que ça donne quand il y en a un qui cherche de toujours ramener le passé au présent, l'autre qui vit le présent à l'état pur et l'autre qui continue à ramener le futur au présent. Comment voulez-vous qu'ils se comprennent? Ça ne va pas du tout. Donc même, on se rend bien compte qu'on ne peut pas s'empêcher d'avoir des réflexions, même si on dit « oui, mais moi je suis très tolérant ». Ouais, mais quand même, tous ces gens qui n'arrêtent pas de nous ramener le passé, leur vieille religion, leur vieux système, etc., qui surtout on touche à rien, on ne bouge pas, enfin, je suis conservateur complètement, ça va bien, quoi. Et ceux qui sont en conscience individuelle, ils ne veulent surtout pas en entendre parler. Mais ceux qui sont en conscience individuelle sont très très mal vus par ceux qui justement ne veulent pas de changement, puisqu'ils renoncent à tout. Ils renoncent à la société telle qu'elle était traditionnellement, aux croyances, etc. Donc c'est très très mal vu. Est-ce que ça va mieux de l'autre côté? Ah ben non. Parce que ceux qui sont en conscience individuelle, ils n'aiment pas ceux qui nous parlent du futur, qui ramènent le futur au présent. T'as un 4x4 toi? Tu pollues, etc. Et tu n'as pas remis un peu en question ta vie? Mais qu'est-ce qui nous embête, ces gens-là? Mais c'est pas possible. Mais vivez, on n'a qu'une seule vie. Soyez heureux, c'est tout. Lâchez-vous. Une incompréhension totale. Et la réaction des gens qui ramènent le futur au présent, mais c'est pas possible, ces gens-là. Mais inconscient, je me pose aucune question, je fonce, je vis ma vie comme ça. Vous voyez? Au cas où ça vous rappellerait des petites réflexions de temps en temps vis-à-vis de telle ou telle personne. Et ça montre très bien la difficulté que l'on a à se comprendre les uns les autres. Ça montre très bien, finalement, les frottements qu'il peut y avoir. Et le résultat de tous ces frottements, c'est ce qu'on appelle une inflammation. En allant voir la définition d'inflammation dans le dictionnaire, l'inflammation en ce qui concerne le corps humain, il est dit qu'une inflammation, c'est la réaction du corps immunitaire à une agression de l'extérieur ou de l'intérieur, ou finalement même de notre propre conscience. Donc c'est la réaction immunitaire à une agression ou à ce que l'on croit être une agression. Alors parfois, c'en est vraiment une, donc des agents pathogènes, etc. Parfois, ce n'en est pas forcément une, ou bien c'est nous-mêmes par rapport à nous-mêmes. Voilà ce qu'on pourrait appeler une inflammation.
Et il est dit que les gens qui sont en rapport avec ce qu'on appelle des inflammations chroniques, qui sont toujours quelque peu en inflammation, ce sont des gens qui n'arrivent pas du tout à faire face à la vie moderne, à toutes les conditions, qui n'arrivent pas du tout à s'adapter, qui sont complètement débordés par ça. Et quand ils sont tout débordés par toutes ces choses qui n'arrivent pas à s'adapter, qu'est-ce que fait le système immunitaire? Il bloque tout. Attention, danger, et il fait une inflammation. Sortons du cadre purement physique et imaginons une humanité en état d'inflammation. Ce n'est pas simplement le corps physique, on va revenir tout à l'heure, mais ce qui est plus inquiétant pour nous, c'est l'inflammation au niveau du corps mental et émotionnel, puisque vous savez que ces deux corps fonctionnent en un seul tout. Donc le corps mental et émotionnel, chez l'humanité, il est complètement en état d'inflammation. Parce que justement, il y a ces frottements continuels entre ces trois états de conscience, entre ces trois façons de fonctionner par rapport au temps, et ces incompréhensions mutuelles. On se sent en danger les uns par rapport aux autres. Les gens qui sont en conscience de dépendance sentent que les gens qui sont en conscience individuelle sont en train de tout foutre en l'air. Ils se sentent en danger. Hop, système immunitaire, inflammation. Ceux qui sont en conscience individuelle sentent que ceux qui sont en conscience de demain sont en train aussi de tout remettre en question. Bientôt, on va leur interdire de fonctionner comme ils veulent, ça ne va pas du tout. Et donc, vous voyez comment chacun, finalement, eh bien, peut avoir une réaction comme ça, où je me retire sur mon propre champ. Regardez les relations internationales. L'Angleterre face à l'Europe, réaction immunitaire, danger. Les États-Unis par rapport à la Chine, par rapport à la Russie, ou les États-Unis par rapport au Moyen-Orient. On voit comment à chaque fois chacun se sent agressé, chacun se sent en danger, et comment le système immunitaire aussitôt réagit et provoque une inflammation. Et comment se traduisent ces inflammations? Par des attitudes enflammées, par des paroles enflammées, exagérées, par des tweets enflammés, par des attitudes enflammées, par des positions exagérées, par des réactions émotionnelles à tout crin. On n'y croit pas trop, mais quand même, bon, c'est toujours là. Et quand vous regardez comme ça ce qui se passe dans le monde des faits, vous voyez comment tout le monde, finalement, par peur, parce que c'est ça, finalement, la base fondamentale un peu de l'inflammation, par peur de l'autre, par peur de la conscience que je ne comprends pas, par la peur de l'évolution, par la peur de ce que propose tel autre pays, telle autre fonction, au lieu de l'accepter, eh bien de dire « ouh là 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 ». Et donc, il y a une inflammation complète. Et donc, le monde est véritablement en état inflammatoire total. Et si on quitte le niveau international, on voit au niveau des sociétés. Au niveau des sociétés, les sociétés en Amérique du Sud sont complètement en inflammation, parce qu'ils en ont ras-le-bol de tous ces dictateurs, de tous ces pseudo-présidents qui ne font jamais avancer les choses. Donc il y a une révolte continuelle. Inflammation aussi entre les chiites et les sunnites. Inflammation, même en France, il y a un certain niveau où, surtout, on ne touche pas aux avantages acquis. Il faut bien évoluer, il faut bien avancer, il faut bien faire les choses autrement. On voit bien comment dans la société, on a sans arrêt des réactions de peur, des réactions de conservatisme, des réactions dans lesquelles le nouveau nous fait peur. Ça, c'est vraiment des réactions inflammatoires. Et sur le plan physique, sur le plan physique, il y a effectivement des symptômes, il y a des guerres, il y a toutes sortes de choses. Mais en particulier, il y a un pays qui est assez peu touché par les inflammations émotionnelles mentales, mais qui est très touché physiquement, c'est l'Australie. Et donc c'est l'Australie qui hérite, pour l'instant, et même malheureusement, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date d'un certain temps, et ça va encore durer. Et donc c'est l'Australie dont on se demande qu'est-ce qu'elle va devenir, parce que c'est elle sur laquelle se concentre toute l'inflammation physique du monde. Et tous ces incendies, et tous ces millions de végétaux et d'animaux qui complètement ont péri. Intéressant, oui, d'arriver à voir ce monde de cette manière-là. Comment, du haut en bas, depuis le mental jusqu'au physique, en passant par l'émotionnel, comment tout le monde s'enflamme parce que tout le monde met en route un système immunitaire, à tort ou à raison. Parfois, on a raison de s'immuniser contre certaines choses, c'est très très bien. Mais la plupart du temps, c'est par peur et par crainte, et du coup, on a des réactions qui bloquent l'évolution du monde. Et on se frotte les uns les autres parce qu'on ne se supporte pas les uns et les autres. Alors, qu'est-ce que c'est, les anti-inflammatoires? Les anti-inflammatoires, ils sont connus depuis longtemps. Hein. Ça s'appelle respect, bienveillance, reconnaissance et évidemment amour, qui sont les seuls anti-inflammatoires vrais. Les seuls. Tous les autres sont des faux anti-inflammatoires. Autrement dit, chaque fois qu'on cherche à dire on va faire de la répression, on va faire la guerre à la guerre, on va faire des représailles contre des représailles, on va utiliser la haine contre la haine, etc. Bref, chaque fois qu'on agit comme ça, ce ne sont absolument pas des anti-inflammatoires. Ça paraît
faire de l'effet pendant 24 heures, ou peut-être pendant une semaine, ou peut-être pendant un mois. Ça semble faire de l'effet, mais on sait très très bien que de toute façon, l'inflammation repart de plus belle et que ça ne marche fondamentalement pas. Quand est-ce que, du point de vue de la société et du point de vue du monde, on va comprendre que les anti-inflammatoires, c'est seulement la reconnaissance, reconnaître l'autre, la reconnaissance et l'amour. Reconnaître l'autre, ça ne veut pas dire cautionner ce qu'il fait. C'est ça qui est assez intéressant. Ça veut dire que si vous êtes ici en conscience d'évolution, reconnaître celui qui est en conscience d'involution et qui fait encore beaucoup de dégâts, c'est pas dire « Ah bah oui, c'est normal, hein, t'en es là. C'est normal, c'est normal. Donc, bah écoute, pas de problème, hein, mais vivement quand même que tu sortes de là parce que tu vas tout détruire. » Non. C'est évident qu'il faut mettre un holà à ce qui peut être fait comme ça, comme on va le faire avec un enfant. Mais c'est vraiment quelque chose qui se fait par le dialogue, qui se fait par la reconnaissance. Et donc, reconnaître l'autre, c'est déjà le début de la solution. On n'imagine pas à quel point beaucoup de gens ont peur et beaucoup de gens mettent en place le système immunitaire, tout simplement parce qu'ils ne sont pas reconnus. Ils n'existent pas. Et que souvent, ils sont obligés de frapper un grand coup de poing sur la table pour être reconnus, pour être entendus. Si on se reconnaît mutuellement les uns et les autres dans ce que nous sommes et dans nos états de conscience respectifs, il y aurait déjà tellement moins de problèmes et tellement moins d'inflammation. Donc c'est tout à fait fondamental d'arriver à se reconnaître comme ça les uns les autres. C'est vraiment l'anti-inflammatoire le plus génial qu'on puisse imaginer. Et c'est comme ça qu'on arrive progressivement à arrêter de réagir formellement à tout ce qui se passe dans le monde. Parce que souvent, nous, je vous parlais tout à l'heure de nos réactions quand on regarde les infos, mais finalement, nous, on a tendance à alimenter l'inflammation. Quand on voit telle chose scandaleuse, on dit oh, « j'espère qu'ils vont réagir. Ah ben j'espère qu'on ne va pas laisser ça impuni. Ah non mais il va falloir quelque chose. Ah non mais ça c'est scandaleux. Ah non mais on ne peut pas. » Et nous continuons d'alimenter l'inflammation. Donc le but du jeu, vous voyez, c'est là où ça commence par nous, parce que ce n'est pas la peine de dire « il faudrait qu'il change, il faudrait que le monde change ». Non, non, ça commence toujours par nous. Et si nous commencions déjà par pratiquer les anti-inflammatoires, par rapport à nous-mêmes, par rapport à la famille, par rapport à notre boulot, par rapport aux gens qui sont proches, si chacun pratique l'anti-inflammatoire déjà donc de quartier, ça fera considérablement avancer les choses. Alors on pourrait se dire, bah oui, c'est là qu'est la solution, mais est-ce qu'on en a les moyens? Pour reprendre la question de ce soir, est-ce qu'on a ce qu'il faut pour réussir? Est-ce qu'on peut réussir cette mission qui consiste à spiritualiser la matière? Est-ce qu'on peut réussir cette mission qui consiste à travailler avec les animaux, les végétaux, les minéraux, à essayer d'amener l'amour absolument partout? Tout à l'heure, je vous disais que nous sommes esprit, nous sommes monades. Et c'est très important parce que, en imaginant par exemple qu'on nous demande, à nous humains, en ayant simplement un esprit humain, rien d'autre, en nous disant il existe dans l'univers des sphères de conscience beaucoup plus élevées qu'on appelle âme ou monade, essayez de les atteindre. Avec notre conscience individuelle, d'essayer d'atteindre ces consciences globales. Là, je ne parierais pas beaucoup sur nos chances de réussite. Là, ce ne serait pas évident du tout. Ou en tout cas, ce serait sur du très long terme. Et pas évident que la vie de la planète Terre y suffise. Mais le fait de savoir que nous sommes monades, nous sommes âme, fait qu'on ne nous demande pas d'inventer quelque chose qu'on n'est pas, on nous demande simplement de trouver ce qu'on est. C'est pas d'aller, la démarche spirituelle, c'est pas une tension vers l'inconnu, c'est simplement d'enlever progressivement tous les voiles qui révèlent la lumière et l'amour que nous sommes fondamentalement. Voilà pourquoi c'est immanquable. C'est évident qu'on a tout pour réussir, parce que nous sommes fondamentalement ce qu'on cherche. Nous sommes avant tout monades, nous sommes avant tout âme. Donc on ne peut pas louper ça. Évidemment, on met tous plus ou moins de temps, le temps qu'on enlève les voiles, etc. Mais forcément, on va réussir, parce que c'est quelque chose qui ne peut que réussir. D'autant plus que les collègues avec lesquels on va devoir travailler, les animaux, les végétaux et les minéraux, on pourrait dire, mais comment tu veux qu'on travaille avec des minéraux et les végétaux? Parce qu'ils ont exactement le même terrain que nous. Derrière chaque minéral, végétal, animal, il y a aussi une étincelle de vie fondamentale. Les minéraux, les végétaux et les animaux sont aussi avant tout une étincelle d'esprit. Et ne croyez surtout pas que les étincelles de monades humaines sont vachement plus avancées quand même que les animaux, végétales. Ce sont les mêmes. Ce sont rigoureusement les mêmes. Les étincelles de vie qui habitent pour l'instant un minéral, un végétal ou un animal sont rigoureusement les mêmes que celles qui habitent l'humain que nous sommes. Il n'y en a pas une qui est plus avancée que l'autre.
Et c'est là où le mot égalité prend véritablement son sens. Nous sommes tous égaux en esprit. Du point de vue de la vie, nous sommes tous remarquablement égaux. Alors on pourrait dire, qu'est-ce qui fait la différence alors? Parce qu'on n'est quand même pas pareil, entre les humains, les minéraux, les végétales. La matière? Ah non, à l'autre bout. La matière, on est tous exactement égaux du point de vue de la matière. C'est scientifiquement prouvé, on est tous faits exactement du même matériau, du même carbone de base. On est tous rigoureusement faits du même chose. C'est ni l'esprit qui fait la différence avec les autres règnes, c'est pas non plus la matière. Pour ça, on est équipé des deux. Et c'est passionnant parce que c'est de découvrir que finalement, le terrain sur lequel nous avons travaillé, ce terrain d'esprit-matière, nous le partageons avec les animaux, les végétaux et les minéraux, et la planète Terre. Nous sommes tous sur le même terrain, nous avons tous les mêmes capacités. On a tout ce qu'il faut pour réussir parce qu'on est déjà cela. On dit, mais qu'est-ce qui fait la différence? Il y a une petite différence quand même. C'est l'âme. La différence, c'est effectivement le monde de l'âme. C'est ça qui va changer. Pour reprendre le schéma, ici, du point de vue de l'âme, c'est un curseur. Par exemple, l'âme, c'est simplement l'effet d'un rapport qui se développe au fur et à mesure que le rapport entre l'esprit et la matière se fait. On pourrait dire que pour un minéral, peut-être que le croisement se fait ici. L'âme est un peu plus basse. Pour un végétal, elle est ici. Pour un animal, elle est ici. Pour un humain, elle est ici, etc. etc. Donc c'est simplement l'état du curseur. Il n'y a que ça qui change. Et attention, il faut le faire dans le bon ordre. Il ne s'agirait pas de dire, ah oui, c'est normal, un minéral a forcément une âme animale, un végétal a une âme... Non. C'est parce que l'âme est différente que la construction inférieure est différente. C'est parce que l'âme est différente que ça donne un minéral ou un végétal ou un animal. Jamais l'inverse. On ne part jamais du physique, on ne part jamais du bas pour comprendre le haut, on part toujours du haut pour comprendre ce qui se passe en bas. Et c'est pour ça que comme c'est un curseur, et que ce curseur se déplace, un jour, l'âme qui habite un minéral habitera un végétal, un animal, un humain, une planète, etc., etc., à l'infini. Donc c'est un grand processus de progression, et c'est intéressant de bien se rappeler que nous sommes en communauté avec les animaux, les végétaux, les minéraux. Nous partageons ce même processus d'esprit et de matière. On pourrait même rajouter qu'en tant que nous-mêmes, nos petits corps, on a même des relations très spécifiques avec ces trois règnes. En effet, notre mental est en rapport avec le règne animal. Notre sensibilité est en rapport avec le règne végétal. Et notre physique est en rapport avec le règne minéral. C'est vous dire un petit peu les passerelles qu'il peut y avoir entre tous ces acteurs de l'évolution sur Terre. Nous avons tous les mêmes choses, nous partageons tous les mêmes choses, et en même temps, nous pouvons vraiment le faire parce que nous avons à le vivre, sans inventer des choses. Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Simplement le vivre, nous. On a un rôle, nous, qui est d'arriver à nous dévoiler progressivement en tant que lumière et amour. Et si on le fait sur nous, on le fait en même temps sur les animaux, les végétaux, les minéraux, parce qu'on est tous ensemble, on est tous vraiment inséparables. Intéressant aussi de dire un petit mot, on y reviendra plus tard, sur la physique quantique. Parce que s'il y a quelque chose qui peut nous inquiéter dans la spiritualisation de la matière, ou comment amener l'amour au quotidien, c'est dire, oui, c'est bien gentil, bon, ça c'est la vie intérieure, mais la vie extérieure, c'est une autre paire de manches, c'est beaucoup plus difficile entre l'intérieur et l'extérieur. Que nous dit la physique quantique? Exactement ce que toujours dit l'ésotérisme. Mais comme c'est la physique quantique, quelquefois c'est un peu mieux écouter. Que l'intérieur et l'extérieur, ça n'existe pas. C'est la même réalité. Et que finalement, tout ce qui existe à l'extérieur n'est que le reflet de ce que nous sommes à l'intérieur. Ça, c'est prouvé scientifiquement. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de séparation entre monde intérieur et extérieur. Ce que nous vivons à l'extérieur n'est que le reflet de ce que nous vivons intérieurement. Et quand nous voulons changer les choses extérieurement, alors changeons intérieurement. C'est ce que nous dit la physique quantique et c'est ce que nous dit l'ésotérisme. Au printemps dernier, nous avons étudié en détail, si vous vous souvenez, les 5 sens. On avait vu que les 5 sens, on les connaît tous parce que ce sont justement pour nous le rapport entre le monde extérieur et le monde intérieur et qui nous présente sans arrêt ce qui existe. Et donc pour moi, nous, le monde extérieur existe parce que nous pouvons entendre, nous pouvons toucher, nous pouvons voir, nous sentir et goûter. Mais nous avons vu surtout que ces 5 sens pouvaient aller beaucoup plus loin et remonter chacun à leur niveau sur les plans supérieurs de conscience. Et c'est ça qui est passionnant, c'est que non seulement la physique quantique nous dit qu'il n'y a pas de différence entre l'intérieur et l'extérieur, que ce sont encore une fois deux aspects d'une échelle vibratoire différente, mais que nous avons des sens
et que ces sens font la navette entre les deux. Et que les sens, comme nous l'avons vu justement le printemps dernier, c'est ce qui nous permet de percevoir certains aspects supérieurs et de les amener à l'extérieur. Et de faire le rapport entre ce que nous voyons et ce que nous entendons à l'extérieur, et de faire le rapport avec ce qui peut être perçu à l'intérieur. Les 5 sens sont le véritable intermédiaire entre ces deux mondes. Et donc c'est vraiment ceux qui brisent totalement l'idée même de barrière qui pourrait exister entre l'intérieur et l'extérieur. La physique quantique nous dit également qu'il n'y a pas de séparation. Vous connaissez l'histoire des particules qu'on a jumelées pendant un temps et qu'on envoie dans 2 directions opposées avec un sens de rotation. Donc elles tournent dans un certain sens, un spin, et donc elles touffent, et on les envoie à une très 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 grande distance l'une de l'autre. À distance, on va faire changer le sens de l'une. Et on se demande, au bout de combien de temps, éventuellement, l'autre va changer. À la grande surprise des physiciens, et surtout d'Einstein, qui avait pensé cette expérience, ça n'est pas à la vitesse de la lumière que l'autre particule change, c'est à l'instant même. Ces particules prouvent que même si elles sont à des milliers d'années-lumière entre elles, elles ne cessent de se toucher, parce que ce qui fait agir sur l'une agit sur l'autre immédiatement. Ça veut dire qu'on n'est pas tout seul. Ça veut dire qu'on n'est pas une humanité isolée sur une petite planète paumée, avec un plan foireux à réaliser d'esprit, matière, etc. Non, non, tout ça, c'est évidemment quelque chose qui est une cause globale, interplanétaire, interstellaire, intergalactique. C'est quelque chose auquel nous participons tous. Nous sommes vraiment un ensemble global et tout le monde participe à ça. Et il n'y a aucun isolement et tout le monde se touche. Et ça donne une espèce de cohésion, ça donne vraiment une vision d'ensemble qui est absolument extraordinaire. Oui, nous avons absolument tout pour réussir. On a tout ce qu'il faut parce que nous sommes tout. C'est ça le secret. Si on dit est-ce qu'on a tout en termes d'avoir, on ne sait pas, mais comme nous sommes tout, ben oui, forcément on a tout. Et comme nous sommes ce tout, nous sommes cet ensemble et que nous sommes inséparables les uns des autres, nous avons effectivement tout qu'il faut pour réussir. Et il y a de chances pour qu'on réussisse complètement cette mission. Alors, cet univers, ce monde, a un sens. Que ce sens, il peut être compris aussi bien au niveau physique, au niveau de la physique quantique, il peut être compris au niveau de la conscience, au niveau de l'esprit, au niveau de l'esprit-matière, au niveau de l'évolution, que tout ça, ça commence un petit peu à se dessiner, que ça a un sens bien précis et particulier, et qu'on peut commencer à voir d'où on vient et où on va. Et qu'à partir de là, quand on voit que souvent on est un peu découragé, qu'on se demande est-ce qu'on va encore réussir, ou est-ce qu'on va vers l'effondrement, on en reparlera dans 2 mois, c'est intéressant de porter l'espoir. Le mot espoir est un mot qui s'est un peu affaibli dans la langue française. Parce qu'au départ, le mot espoir, ça veut dire attendre un événement heureux dont on est sûr qu'il va se produire. Donc vous voyez, c'est pas on espère que peut-être, éventuellement, ça pourrait. Non, non, c'est vraiment ça. Ce qui est assez amusant d'ailleurs, c'est que le mot attendre a suivi exactement la même atténuation. Attendre, ça veut dire tendre vers. C'est ce qui a donné le mot attention. C'est ce qui a donné le mot attentif. Toute notre tension vers. Mais ça s'est perdu, donc on attend. Donc maintenant, attendre a un côté un peu plus passif. Il est temps justement de redonner à espoir, en tout cas, son sens plein, son sens parfaitement actif. Et savoir que porter l'espoir, c'est vraiment quelque chose qui est très très actif et qui va nous demander tout un travail. L'espoir, c'est vraiment quelque chose qui porte une vision. C'est pour ça qu'on dit que l'espoir fait vivre. La vie est faite justement d'une perception du but, une perception de ce qu'on cherche tous à atteindre. Et c'est ce que va porter l'espoir. On pourrait dire que d'une certaine manière, l'espoir, c'est une espèce de préméditation du futur au présent. L'espoir, il porte effectivement le futur. Voilà pourquoi il va nous donner toute la force de réaliser ce futur, d'avoir la vision et de la mettre en place et de la mettre en œuvre. Donc l'espoir, c'est vraiment quelque chose qui est très puissant, c'est quelque chose qui est très créateur. C'est pas quelque chose qu'on doit attendre, c'est pas quelque chose de vague. C'est véritablement quelque chose que l'on doit pouvoir imaginer avec force. Imaginer avec force et maintenir cette vision. C'est une vision à maintenir et qui devient créatrice dans notre vie et dans la vie de l'humanité. C'est quelque chose qui est toujours porteur de nouveau. Quand on n'a pas d'espoir, ou quand on a un espoir qui est vague et qui est flou, on reste finalement dans une incertitude qui est floue et qui crée rien de nouveau, qui ne fait rien avancer de nouveau. Donc c'est vraiment intéressant de voir que cet espoir, il est porteur de tous les possibles. Et porteur de tous les possibles, ça veut dire, mais c'est immense, ça va prendre beaucoup de temps. Oui, mais pas tant que ça. Si je peux me permettre de vous donner une échelle de temps. Dans les écrits ésotériques, bien informés, on dit que toute l'humanité quittera le stade de l'involution, le stade de la conscience individuelle, au milieu de l'ère du Sagittaire. Ça veut dire qu'il nous faut passer 2000 ans d'ère du Verseau, 2000 ans d'ère du Capricorne et 1000 ans
Le milieu du Sagittaire, ça fait 5000. Ça paraît énorme, mais par rapport aux millions d'années de l'histoire de l'humanité, c'est rien, c'est demain. Ça veut dire que dans 5000 ans, l'humanité, c'est vraiment d'une telle beauté que c'est inimaginable maintenant. Et même avant, parce que même si on imagine que les 3/4 de l'humanité sont déjà dans cette courbe ascensionnelle et qu'il en reste juste un petit quart en conscience individuelle, ce sera déjà tout à fait merveilleux. Et ça, c'est pas pour dans 5000 ans, ça c'est pour dans 2500 ans. Dans 2500 ans, on aura vraiment déjà complètement passé ce cap. Et qu'une minorité d'individus, on pourrait dire que dans 2500 ans, il n'y aura certainement plus du tout personne en conscience de masse. Les gens seront au pire en conscience individuelle. C'est vous dire à quel point finalement les choses pourront avancer rapidement. Et c'est pour ça que quand on parle d'espoir, ça c'est une question de temps, quand on dit mais ça présente tous les possibles, oui parce que tout est possible, parce qu'effectivement, comme nous sommes monades, comme nous sommes âmes, et que nous sommes porteurs de l'amour, c'est pas quelque chose qu'on a inventé, eh bien les choses sont possibles. Si chacun s'y met, si chacun porte justement cet espoir. Mais vous voyez comme cet espoir, il faut le porter, il faut l'inventer, il faut le construire, il faut qu'on le visualise. On ne peut pas être porteur d'un espoir qui repose sur rien, ou sur de vagues croyances, ou sur de vagues choses. Ouais, bah, j'espère bien que dans l'humanité, un jour, on sera comme ceci ou comme ça. Ouais, j'espère qu'un jour, on aura la paix. Ah, bah, j'espère. Bah, je vous souhaite une bonne année. Bah, je vous souhaite un bon siècle. Ah, bah, je vous souhaite un bon millénaire. De quoi sommes-nous porteurs comme espoir? Donc, on va travailler là-dessus cette année. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que quand on incarne l'espoir au quotidien, incarner l'espoir au quotidien, ça veut dire qu'on est absolument persuadé qu'il peut y avoir un meilleur en chacun qui se met en place. C'est pour ça, oui, que quand vous voyez Star Wars, on peut s'interroger, mais pourquoi est-ce que les méchants, Dark Vador ou Kylo Ren, etc., pourquoi est-ce qu'à un moment donné, ils deviennent gentils? Mais tout simplement parce qu'ils sont âmes, et que la méchanceté, ou que ce qu'on appelle les forces du mal, ne sont que momentanées. Ça ne peut pas durer. Il suffit d'un déclic, il suffit de quelque chose, pour qu'à un moment donné, un voile se retire, on retire son casque, mais je suis l'amour. Et on le réalise. Alors vous allez me dire, oui, mais l'empereur, le très méchant. Ah mais dans l'univers, ça n'existe pas. Là, on est dans la fiction pure. La méchanceté à l'état pur, absolument indécrottable, que rien, ça n'existe pas. Parce que ça voudrait dire qu'il y a quelque chose dans l'univers qui n'est pas esprit. Or, c'est impossible puisque tout est esprit-matière. C'est vraiment la composition même de la vie. Donc c'est tout simplement impossible. Donc ça, c'est effectivement complètement de la fiction. La méchanceté à l'état pur sur laquelle on ne peut pas revenir est impossible. Par contre, celle dont on revient parce qu'à un moment donné, l'âme fait des clics enfin en nous, ça c'est véritablement ce que nous sommes tous. Incarner l'espoir au quotidien, c'est évident pour nous qu'en chacun, il y a une parcelle de lumière qui ne demande qu'à se révéler, qui ne demande qu'à exister. Chacun d'entre nous est porteur de bien, de beau et de vrai. Et ce sont des qualités qui ne demandent, là encore une fois, qu'à s'épanouir de plus en plus. Voilà pourquoi nous avons vraiment à faire tout ce travail d'épanouissement en nous-mêmes. Et forcément, ça le fera aussi par rapport aux autres. Mais on commence toujours par soi. Et à partir du moment où on est porteur d'espoir, c'est vraiment quelque chose qui est complètement mobilisateur. Alors bien sûr, c'est vrai qu'il y a des gens qui se laissent aller quelquefois au désespoir. Pas forcément le désespoir désespérant, mais désespoir, c'est-à-dire pas d'espoir, un peu d'espoir. Et c'est vrai qu'on dit souvent que quand on n'a pas d'espoir, quand on est au désespoir, c'est vraiment une question d'ignorance. C'est qu'on s'ignore soi-même en tant qu'être de lumière. On ignore véritablement qui on est. On ne se connaît pas qui on est. C'est vraiment quelque chose qui est tellement limité qu'on dit que c'est l'inverse du cœur. Le cœur est infinité alors que le désespoir nous pose au contraire des limites terribles. Le désespoir, c'est vraiment quelque chose qui nous amène à rester, à tourner en rond dans nos vieilles habitudes, dans nos vieilles choses. Le désespoir, c'est vraiment quelque chose qui nous amène dans des cristallisations. Face à ça, être porteur d'espoir, c'est vraiment être dans la joie. C'est vraiment être dans la mobilisation. Oh, ça réclame rien, hein, l'espoir, c'est pas du tout, on réclame pas du tout des choses particulières. Simplement, c'est vraiment quelque chose qui est un étonnement quotidien. C'est comme si on voyait finalement à chaque fois le présent arriver à s'actualiser. C'est comme si on voyait que finalement, au fur et à mesure de nos visions, eh bien, le présent s'actualise parce que nos visions elles se développent progressivement comme ça, au fur et à mesure. Et que l'espoir, bah, c'est ça, c'est être porteur de cette joie intérieure et de cette création intérieure. Alors vous savez que toutes les conférences sont toujours en rapport, et c'est pour ça qu'on les fait chaque mois, avec les signes astrologiques. Puisque chaque signe astrologique nous propose chaque mois un travail particulier à faire, quel que soit notre signe. On se fiche pas mal de notre signe astrologique. Simplement, ça touche l'humanité tout entière. Là, on est dans le Capricorne.
Et l'énergie Capricorne nous propose toujours en début d'année l'énergie de responsabilité. Responsabilité dans le sens être capable d'apporter des réponses. Donc en tant qu'humain, au début d'année, on dit alors, cette année, quel genre de réponse tu amènes? De quoi te sens-tu responsable? Voilà pourquoi nous avons déformé ça dans les fameux bons vœux et les bonnes résolutions. Quelle responsabilité portons-nous, décidons-nous de porter? Quel espoir décidons-nous de porter cette année? Et c'est maintenant, dans cette énergie Capricorne, que nous avons à le décider. C'est une énergie justement dans laquelle on s'engage à continuer tout ce travail tout au long de l'année. Je vous propose une méditation à ce sujet.